savez ce que c'est d'avoir peur pour sa vie ? Dans une manif, dans votre pays, où la Constitution, où les droits de l'homme vous garantissent le droit légitime de manifester ? Je suis là, je manifeste pacifiquement, je veux me sortir d'un endroit où je suis potentiellement en danger et les types, ils me tiennent en joue. On est 4, dont 3 femmes. Pour ma famille, ça a été très dur parce qu'ils avaient peur tous les samedis. Et ils avaient peur parce qu'ils ne savaient pas si j'allais rentrer ou pas. J'attends plus rien, j'ai juste cette rage qui me consume, cette révolte qui me consume. Chaque voie que je prends, je me fracasse sur un mur. J'ai pu voir de mes yeux, donc le croire, tout ce que les gens racontaient. La politique de laisser faire les barricades, les politiques de nassage, le tabassage. La volonté, c'était de nous rendre fous. Et en fait, il ne reste plus qu'à trouver un exutoire, et l'exutoire, ça a été ça. Je referai pareil parce que jamais, je n'abdiquerai sur mes droits fondamentaux. La seule solution, ce serait que la majorité se lève. Pour l'instant, elle est toujours assise. Je suis gentille, je dis qu'elle est assise, elle n'est pas à genoux. Sandrine Martineau, bonjour. Vous avez été, avec 10 autres de vos collègues et amis, condamnés au mois de juin dernier à 8 mois de prison avec sursis pour avoir incendié une antenne TDF dans l'Ardèche. Ma première question, c'est qu'est-ce qui vous a pris ? C'est une longue histoire qui commence le 17 novembre 2018, le jour des Gilets jaunes. Qu'est-ce qui m'a pris ? Juste simplement la rage, la révolte, la colère, la frustration de ne pas être entendu, la colère de ce qu'on nous faisait subir, la rage de se rendre compte que les valeurs gravées sur les frontons de tous nos bâtiments publics, on les piétine. Enfin, nos instances supérieures les piétinaient royalement, tous les samedis, tous les jours de la semaine. Vous parlez liberté, égalité, fraternité, c'est ça ? Tout à fait. Que tous les samedis, ils s'essuyaient les pieds et ils se torchaient, excusez-moi l'expression, avec la Constitution et les droits de l'homme. Et quand ça fait 8 mois que vous vivez ça, il y a un sentiment à un moment donné de révolte et une incapacité à prendre du recul et à dire non, je vais encore supporter. Et à ce moment-là, le jour où cette action a été menée, s'ouvrait le G7 à Biarritz. Et c'était une orgie de violence, de force de l'ordre, force du désordre. On les appelle comme on veut. Moi, je préférerais les appeler gardiens de la paix. Et en fait, ils ont déplacé toutes les forces de l'ordre sur Biarritz. Et en fait, c'était juste pour leur dire que à un moment donné, ils ne pouvaient pas être partout, ils ne pouvaient pas être derrière 60 millions de personnes. Et que, quelque part, c'était une menace. Qu'à un moment donné, il allait falloir que ça s'arrête. Et que ce n'était pas possible qu'ils fassent ce qu'ils fassent. Et la seule voie qui me restait, le seul moyen qui me restait, d'être audible. Alors j'ai été audible, puisque j'ai été arrêtée, condamnée. Bon, pas audible dans le bon sens, on va dire, mais aujourd'hui, c'est inscrit officiellement dans les minutes d'un tribunal le pourquoi du comment il s'est passé ça ce jour-là. Et ça a valeur de reconnaissance de mes revendications, parce que je vais parler que pour moi, attention, de mes revendications, de mes souffrances, de mes déceptions, de mes désenchantements, de mes regrets, de ma peur de livrer un pays, une société, un monde tel qu'il est à mes enfants, à mes petits-enfants. J'en ai 2. Aujourd'hui, je suis horrifiée du monde dans lequel ils vont vivre. Mes enfants, je suis horrifiée du monde dans lequel ils sont obligés de vivre. Et en fait, je trouve ça insupportable et inadmissible et inaudible. Humainement, c'est plus possible. Humainement, c'est philosophiquement, je peux plus. Humainement, je peux plus. Je peux plus accepter ce qu'on nous impose. Et du coup, en fait, voilà, j'ai explosé. Voilà, j'ai explosé parce que j'ai essayé avant tous les recours autorisés que l'on nous donne
Je les ai essayés. Aucun n'a donné d'effet. Au contraire. Donc il arrive un moment, malheureusement, vous leur donnez ce qu'ils veulent que vous donniez, c'est-à-dire de la violence, de la destruction, et à ce moment-là, vous leur donnez les moyens de vous détruire à vous. Sandrine, vous parlez de souffrance, de colère. Qu'est-ce qui avait chez vous déclenché cette colère et cette souffrance? Le 1er décembre à Paris, sur la place de l'Étoile où j'étais. Le 1er décembre où l'Arc de Triomphe a été tagué. Je faisais partie des gens qui étaient enfermés sur l'Étoile. Et en fait, je suis descendue le 17 novembre sur Bolène, pleine de conviction. On était tous joyeux et heureuses parce que ce que j'avais entendu, ce que j'avais ressenti pendant les réunions de préparation me donnait un espoir, parce que je me suis vraiment dit, et on a été nombreux dans mon cas, des personnes qui étaient sous les radars, qui étaient toujours borderline, à pas faire d'histoire mais à faire comme on veut. Et en fait, à ce moment-là, on y a cru. On a dit, ça y est, il y a une prise de conscience. Vous avez cru à quoi, Sandrine? À une prise de conscience collective, sociétale, qui allait faire que les choses allaient évoluer dans le bon sens, qu'à nouveau, l'humain, le bien commun, allait revenir au centre des choses, qu'on allait reprendre un petit peu en main notre destinée, notre pouvoir, se reparler ensemble, recréer ensemble. Est-ce que vous espériez que le gouvernement disparaisse, qu'Emmanuel Macron parte, que vous espériez une sorte de coup d'État dans la... Non, parce qu'à un moment donné, je pense que si la majorité du peuple exige quelque chose, les politiques, c'est leur gagne-pain de faire de la politique. Ils seront bien obligés, de toute façon on les voit, ils changent leur voile dès que, voilà, ils étaient tous LR, ils sont tous chez Macron, ils étaient tous au PS, ils sont tous chez Macron, ils tournent avec le vent. Donc si le vent, il tourne dans notre sens à nous, à un moment donné, s'ils veulent continuer à manger à la gamelle, ils vont tourner aussi. Après, un coup d'État, une destitution, une démission, bon, à la limite, dans la démission, c'est prévu, on va dire, dans la Constitution, on aurait les outils pour faire face. Mais honnêtement, politiquement parlant et sociétalement parlant, un coup d'État, il apporterait quoi? Si ce n'est de l'angoisse, du stress. On est préparé depuis notre enfance à entendre « Vous inquiétez pas, on s'occupe de tout ». On est des assistés politiques complets. On s'intéresse à rien si ce n'est aller voter et surtout garder le droit de râler pendant 5 ans. Sandrine, je voudrais revenir, si vous le voulez bien, à cet événement auquel vous faisiez référence à l'instant. Vous vous êtes retrouvé enfermé, encerclé dans l'Arc de Triomphe, en quelque sorte, entouré de CRS, entouré de forces de l'ordre. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? Alors c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'en fait j'y suis allée uniquement pour me faire un avis. Parce que les images que nous on recevait en province et ce qu'on vivait en province, moi je suis une vraie provinciale. J'aime pas la capitale. Et donc je ne sais pas ce que c'est la violence à la base. J'ai toujours eu de très bonnes relations avec les personnes dépositaires de l'autorité. Et mon mari est un ancien militaire. J'ai élevé mes enfants dans le respect de la loi, de l'ordre, enfin une vraie petite provinciale très, très mignonne qui est jamais sortie de chez... Enfin, je suis sortie de chez moi, mais pas pour aller voir ce qui se passait à Paris. Et donc, en fait, les images qui nous revenaient de la capitale, surtout celles du 24 novembre, où ça a été la première grosse manifestation sur Paris, où ça a brûlé tout. BFM, ils nous les ont mis en direct toute la journée. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, mon Dieu. Le problème, c'est que les images, elles arrivent, et une image, on la séquence, on lui fait dire exactement ce qu'on veut. Que ce soit d'un côté comme de l'autre, je ne fais confiance à personne à ce niveau-là. Donc j'ai voulu me faire ma propre opinion et aller voir ce qui se passait réellement sur le terrain. Et donc je suis montée à Paris pour le 1er décembre avec une amie. Et j'ai pas été déçue. J'ai pu me faire mon opinion. Et en fait, j'ai été brisée. Ils m'ont brisée ce jour-là. C'est-à-dire?
C'est-à-dire que ce jour-là, j'ai découvert la violence tant de mes concitoyens que de l'État. J'ai été confrontée à des situations auxquelles je ne m'attendais pas. Tous les verrous républicains qui me restaient ont sauté complètement. Vous vous attendiez à quoi, Sandrine? Vous allez là-bas pour manifester. Est-ce que vous ne pouviez pas vous attendre qu'à de la violence, une manifestation importante? Je m'attendais à de la violence. Je m'attendais pas au nassage. Je m'attendais pas au tabassage. Je m'attendais pas. Vous en avez vu? Oui. Moi, j'étais obligée de passer un cordon de CRS en levant les bras, en me disant est-ce qu'il va me taper dessus ou pas? Moi, dans mon pays, je suis là, je manifeste pacifiquement, je veux me sortir d'un endroit où je suis potentiellement en danger. Et les types, ils me tiennent en joue. On est 4, dont 3 femmes. Ils nous tiennent en joue. Et pour passer, on est obligé de passer les bras en l'air et leur dire vous inquiétez pas, on va rien vous faire. Non, enfin, je veux dire, il y a des choses, c'est pas possible. Surtout quand vous avez juste au-dessus 20 personnes qui sont en train de récupérer des tôles pour faire des barricades. Il y a 50 CRS et que c'est à vous qui s'en prennent et qui les laissent faire. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pu voir de mes yeux, donc le croire, tout ce que les gens racontaient, c'est-à-dire la politique de laisser faire les barricades, les politiques de nassage, le tabassage, la volonté, ce jour-là, et ils ont réussi, la volonté que j'ai ressentie moi, hein, et je peux vous dire que j'ai tourné tout autour de l'Étoile, dans les boulevards, machin, tout ça. La volonté, c'était de nous rendre fous. Ils voulaient que ça vrille. Et ça a vrillé. Mais les gens, ils ont été gentils. Ils voulaient que ça vrille, ça veut dire quoi, Sandrine? Ils voulaient faire disjoncter les gens. Vous pensez que les forces de l'ordre qui étaient là les ordres, l'idée ce jour-là, parce que quand vous laissez monter des dizaines, des centaines de gens dans les grands boulevards, d'accord? Et que, alors que vous savez que la place de l'Étoile est fermée, que c'est la guerre, bon, c'était pas encore tout à fait la guerre, c'était encore un petit peu tranquille, que vous les faites monter, que vous savez qu'en haut, ils vont être bloqués par les CRS, ils vont pas pouvoir se rendre sur la place de l'Étoile. Mais que derrière, arrivé un moment, ils peuvent plus descendre parce qu'on les enferme dans les boulevards. Et que pendant des heures, vous leur balancez des gaz, des Gli F4, ça pétait, mais je vous dis pas les boulevards haussmanniens, je sais pas comment les vitres elles ont tenu. Ça résonnait, c'était une horreur, on se serait cru dans une zone de guerre. Ramasser les gens qui avaient les éclats, je veux dire, les éclats de Gli F4 dans les jambes. Je veux dire, je l'ai vécu, je l'ai vu. Il y avait, selon vous, Sandrine, une volonté de faire mal, de blesser? Non, pas. Ça, je peux pas l'affirmer. Il y avait une volonté de faire monter la pression, comme on l'a ressenti de toute façon sur toutes les manifestations gilets jaunes. Il y avait une volonté de faire monter la pression, et je pense que cette volonté de faire monter la pression était politique parce que il fallait faire baisser les gens qui étaient favorables dans l'opinion publique au mouvement. Voilà. Et le seul moyen, c'était de nous montrer. Alors ils ont essayé, ils ont dit qu'on était antisémites, on a été la peste brune, on a été tout ce que, je veux dire, tout ce que la terre a pu porter de pire, on l'a été. Ça, il n'y a pas de souci. On l'a entendu sur tous les tableaux, on s'est fait insulter, on s'est fait cracher dessus et tout. On est resté calme, posé et tout, tranquille. Et à un moment donné, pour faire tomber l'opinion publique, il restait qu'un moyen. C'était nous rendre violents pour que les gens n'adhèrent pas, pour que ah ben mon Dieu, ah ben quand même, ah ben oh mais non, mais t'as vu ce qu'ils ont fait, c'est pas bien et tout. Voilà. Et ils ont réussi. Ça, c'est en décembre. Ça, c'est ce que je viens le 1er décembre. Au mois d'août 2019, les pompiers de l'Ardèche sont appelés pour un incendie, donc de l'antenne TDF, antenne que vous avez participé à détruire avec une dizaine de vos collègues. Qu'est-ce qui vous a animé dans cette volonté de destruction d'antenne, et pourquoi cette antenne d'ailleurs
Alors cette antenne, parce que c'est symbolique, on la voit à 50 km à la ronde, c'est la représentation aussi de la, on va dire, de la présence de l'œil de Moscou partout. Hein, voilà, c'est le réseau numérique. Et puis, je savais qu'il y aurait un impact quand même. Bon, je ne pensais pas que ça brûlerait autant et aussi bien, mais bon, après, c'est ainsi. Et puis surtout, c'était par rapport à l'ouverture du G7. C'était vraiment ça. Donc voilà. Vous avez voulu ce jour-là lancer une vraie action de contestation contre les grands de ce monde, on peut dire ça. Contre notre État, oui. Pas contre les grands de ce monde. Les grands de ce monde, on va dire, dans l'idée là tout de suite, moi c'est contre les personnes qui nous gouvernent. Donc, monsieur, en France. Oui, en France. On ne va pas partir dans des sujets. Donc, les personnes qui nous gouvernent en France et qui sont restées sourds à nos suppliques, parce qu'on en est arrivé à supplier là où on devrait exiger, puisque nous sommes souverains normalement. Donc, sourds à nos suppliques, et qui en plus nous ont meurtris, malmenés, enfermés. Beaucoup disent, c'est pas qu'ils ont emprisonné les gens, ils les ont embastillés, c'est tout à fait ça. La France s'est retrouvée à nouveau avec des prisonniers politiques, non reconnus, attention. Hein. Et en fait, face à tout ça, ce rouleau compresseur, il arrive un moment, il faut que ça sorte. Sandrine, lorsque vous prenez l'initiative avec des collègues et amis de détruire cette antenne TDF, quel est votre objectif? Vous êtes dans un désir de voir s'étendre ce mouvement, ce mouvement de destruction des antennes? Qu'est-ce que vous cherchez à ce moment-là? À ce moment-là, je cherche plus rien. J'attends plus rien. J'ai juste cette rage qui me consume, cette révolte qui me consume. Chaque voie que je prends, je me fracasse sur un mur. Et en fait, il ne reste plus qu'à trouver un exutoire. Et l'exutoire, ça a été ça. Voilà. Parce que des collègues arrêtés au niveau du G7 pour rien. Des situations et tout. Et en fait, ça n'a été qu'un exutoire. Donc, bon. Il n'y avait pas volonté de fédérer toutes les antennes de France, de fédérer qui que ce soit ou quoi. À ce moment-là, pour moi, c'est très personnel. Pour moi, c'est vraiment personnel. C'est le moyen, le seul et unique moyen que je trouve pour mettre en évidence, pour qu'enfin on voie l'état de révolte dans lequel je suis. Voilà, c'est très certainement, beaucoup de personnes vont penser que c'est stupide, et j'en viens à me dire que je m'en veux énormément, mais je m'en veux de ne pas avoir su m'empêcher de faire ça. Pourquoi? Parce que ça a été leur donner la possibilité de m'arrêter, de me contrer, de me contrôler, de me priver de ma liberté pendant 3 ans. Et que de toute façon, ça leur donne raison en plus. Et que le sentiment, l'émotion a pris le pas sur l'intellect. Et ça, c'est compliqué pour moi. Pourquoi c'est compliqué, Sandrine? Qu'est-ce qui est compliqué? Parce que c'est pas avec l'émotion qu'on réglera le problème. C'est avec l'intellect, c'est en faisant intelligence commune, tout le monde ensemble, tous les citoyens ensemble. On a la connaissance, on a la volonté, on a les savoirs. On est la France, on est la société française, mais on est la France, tous, les uns. Et on l'a bien vu quand on était sur nos ronds-points. Tout le monde sait quelque chose. Tout le monde peut apporter sa pierre. Tout le monde a une vision de la situation différente. Et puis, il y a des personnes auxquelles vous ne vous attendez pas, qui va vous apporter une solution à laquelle vous n'avez pas pensé. Donc je parle là d'un point de vue sociétal. Et que vous vous dites, mais oui, il a raison. Et
cette liberté, cette ouverture de parole, de pensée, le fait de ne plus entendre quelqu'un qui vous dit non mais t'as rien compris, on n'a pas fait assez de pédagogie. On n'est pas stupide, nous sommes la société française, nous sommes la France dans sa construction. Et c'est par notre intelligence commune. Alors je ne parle pas d'intelligence, je suis bac plus. Vous parlez de bon sens, Je parle d'une intelligence de vie, d'une intelligence de... Parce qu'on a des acquis de par nos expériences. Et par ça, on pourrait arriver à faire à nouveau société. Donc oui, pour moi, l'intelligence, le dialogue, pour moi, il y a du bon partout. À un moment donné, quand est-ce qu'on va être assez intelligent, posé et serein pour dire, ben voilà, on prend le bon dans tout et on fait un truc tous ensemble et on arrête toutes les bêtises. Sandrine Martineau, dans le cadre donc de la destruction de cette antenne TDF, vous avez été condamnée à 8 mois de prison et avec sursis et à 17 000 euros d'amende par tête de pipe. Non, c'est des dommages et intérêts. Dommages et intérêts. Est-ce que cette condamnation, Sandrine, vous semble, pour vous, c'est à vous que je m'adresse, révoltante, ou est-ce que c'est normal? J'ai joué, j'ai perdu? Alors, c'est tout à fait ça. Je veux dire, si on a été arrêté, si on a été condamné, c'est que j'ai mal fait mon travail. Eux, ils ont bien fait le leur. Ça tombe bien, je les paye aussi pour ça. Donc, ça rassure quelque part. Après, non, on a eu un procès juste. On a eu un juge et ses assesseurs très à l'écoute, à la recherche de justement comment des gens comme nous, des personnes lambda, très insérées dans la société, je veux dire moi la juge d'instruction, les gendarmes, ils m'ont dit mais on comprend pas. On comprend pas comment vous en êtes arrivé là. Quand on voit votre parcours, on comprend pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous leur avez dit alors à ce moment-là, ce jour-là au tribunal? Quels ont été vos éléments de réponse? Alors, quand la juge d'instruction m'a demandé ça, elle m'a dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai regardé, j'ai fait demandez-vous ce que vous m'avez fait. Ils m'ont amené à ça. C'est eux, je veux dire, moi je suis sortie le 17 novembre, toute gentille, toute mimi avec mes potes et tout. Et je suis arrivée au 24 août. Je n'avais plus aucune foi en mes institutions, plus aucune foi dans le fait qu'on puisse les revendiquer, voilà, que nos dirigeants puissent revendiquer, nous rabâcher, nous rebattre les oreilles et nous les balancent à la figure de longue. N'oubliez pas, liberté, égalité, fraternité. Je vous dirai pas ce qu'on disait à la suite quand on était jeune, mais c'est exactement ça. Mais parce que je veux dire, c'est bien beau d'aller détruire des pays au nom de ces 3 principes et de ne pas les appliquer dans son propre pays. C'est inaudible, c'est inacceptable, c'est pas possible. Sandrine, on vous sent marquée par tout ça, marquée par ces 3-4 ans qui viennent de se dérouler, marquée par le mouvement des Gilets jaunes, marquée par la condamnation, c'est le cas? Je suis marquée. Je ne suis plus la même personne. Je vous ai dit, ils m'ont brisée. Vous n'êtes plus la même personne aujourd'hui? Non. J'ai retrouvé la paix, mais je n'accepte toujours pas. J'ai gardé une peur réelle, physique et instantanée du gendarme. J'ai été blessée physiquement. Qu'est-ce que vous avez eu? J'ai pris un tir de LBD dans l'épaule, j'ai l'épaule fracassée, l'épaule droite. J'ai pas pu me faire soigner parce que il est arrivé un moment, on avait peur d'aller à l'hôpital après les manifs, de peur de se faire dénoncer.
Donc voilà. J'ai eu les jambes brûlées par les gaz quand ils ont changé les gaz sur Paris et Montpellier. Physiquement, ça a été dur. Pour ma famille, ça a été très dur. Aujourd'hui, Pourquoi ça a été dur, Sandrine? Parce qu'ils avaient peur tous les samedis. Parce que tous les samedis, j'étais en manif. Et ils avaient peur parce qu'ils ne savaient pas si j'allais rentrer ou pas. Parce que quand je partais de la maison, ils me voyaient. Bon, j'avais pas encore de tatouage. Écrire mon groupe sanguin, mon numéro de téléphone de la maison, le numéro de téléphone d'un avocat et le numéro de téléphone d'une personne qui était présente sur la manif au cas où il m'arrive quelque chose. Mes enfants ont eu très peur. Mon mari a eu très peur. Mais moi, j'ai eu très peur. Si c'était à refaire, je le referais. Je le referais. Parce que aujourd'hui, malgré tout, malgré le temps qu'il m'a fallu pour pas guérir, parce que on guérit pas de ce qu'on a vécu tous, c'est pas vrai. Aucun de nous ne peut guérir. Parce que vivre ça sur son sol, moi, être dans une manif au mois de mars à Paris et que les gaz descendent et que j'étais en train de faire un message à des amis pour les rassurer et que quand les gaz sont tombés, j'ai dit c'est une zone de guerre. Il y avait des gens au sol partout, ça hurlait de tous les côtés. Enfin, je veux dire, sur mon sol, on s'est battus les uns contre les autres, les uns avec les autres. Malgré tout ça, malgré cette peur, malgré les conséquences, je referai pareil parce que jamais, jamais, je n'abdiquerai sur mes droits fondamentaux d'humain à cause de la peur. Je ne leur donnerai pas ma peur. Jamais. Jamais. C'est hors de question. C'est ce qu'ils cherchent. Ils ont réussi avec beaucoup de personnes. Énormément de gens ne sont plus allés en manif parce qu'ils ont eu peur. Très très peur. Vous savez ce que c'est d'avoir peur pour sa vie? Dans une manif, dans votre pays, où la Constitution, où les droits de l'homme vous garantissent le droit légitime de manifester? Avoir peur pour sa vie? Se cacher alors que vous ne faites rien? J'ai jamais rien cassé, j'ai jamais rien fait de travers. Je n'ai toujours que manifesté tranquillement et pacifiquement. Et certains de mes confrères vont vous dire, Sandrine, mais il y a des manifestations autorisées, il suffit juste de les déposer à la préfecture. Il n'y a aucune obligation légale de déclarer une manifestation. Ça, c'est les gouvernements successifs qui nous ont mis des barrières pour dire au moins on peut cloisonner les choses, on peut surveiller, on peut les mettre entre 4 gendarmes et ils vont aller où on veut parce qu'ils choisissent le parcours et ils vont faire comme on veut. On va leur dire vous commencez à telle heure, vous finissez à telle heure et après tout le monde rentre dodo à la niche. Mais ça, à un moment donné, ce n'est pas réel. Il n'y a aucune obligation de déclarer une manifestation. Sandrine, vous n'êtes plus en adéquation aujourd'hui avec le monde politique que vous dites subir. C'est quoi la solution alors? Des solutions. Pour vous? Des solutions, il n'y en a pas tant que ça. Mais il y en a. La seule solution, ce serait que la majorité se lève. Pour l'instant. Elle est toujours assise. Je suis gentille, je dis qu'elle est assise, elle n'est pas à genoux. Ou à plat ventre. Mais bon. Donc, pour moi, personnellement, pour ma paix à moi, en fait, la solution, c'est de se retirer du système. Ne plus, au maximum. Aujourd'hui, on ne peut pas se retirer totalement du système, c'est pas vrai. Surtout que j'ai des enfants, j'ai un enfant qui est encore scolarisé et tout. Donc, il y a des liens qu'on ne peut pas rompre. Mais l'idée, c'est d'arriver au plus près de n'avoir plus que ces liens-là, parce que ceux-là, c'est impossible de les rompre, et d'enlever tout le reste. Donc, je refuse de participer de ce système au maximum. Voilà.
Le mouvement des Gilets jaunes a démarré avec un carburant, je crois que ça a été, vous allez me confirmer, l'élément déclencheur avec un carburant à 1,50. On est à quasiment 2 aujourd'hui. Comment expliquez-vous que le mouvement ne reparte pas et que plus personne ne réagisse? Alors le mouvement ne repart pas. Pourquoi? Déjà, qui veut vraiment aller en manif? Ensuite, vous avez vu ce qui s'est passé avec la réforme des retraites? Ça a changé quelque chose? Les gens, ils apprennent leur impuissance. Tous les jours, ils apprennent qu'ils sont impuissants. Et tous les jours, ils disent, ben ok. Et puis, à un moment donné, il faut aussi se poser une question. Pourquoi il y a eu le mouvement des Gilets jaunes? Pourquoi? Enfin, je veux dire, j'ai été dedans, j'ai baigné dedans. Depuis le début. Moi, pour que le mouvement, alors je ne dis pas que ça ne leur a pas échappé à un moment donné, mais pour que ça puisse avoir une telle ampleur nationale, obligatoirement, il y a de l'organisation derrière. Et ce n'est pas l'organisation de monsieur ou madame lambda. Il y a une volonté, il y a quelque chose. Donc ça, c'est mon analyse personnelle de l'intérieur. Je l'impose à personne. Mais pour moi, ça n'est pas possible. Je veux dire, on l'a vu avec le convoi de la liberté, ça fait... Pourtant, il y en avait de partout. Mais arrivé au moment 2, il n'y a plus personne. Les revendications pour le Covid, ça a fait comme ça. Nous, on a fait une action parce que c'est pas parce que je ne participe plus de manifestations, tout ça, qu'on ne peut pas être militant, qu'on ne peut pas agir. Donc nous, on a fait une action par rapport à la résilience alimentaire et tout. Pourtant, on a monté un gros réseau et tout. Pchit, ça fait pchit. Comme les bonnets rouges d'ailleurs. Comme tout. Alors, expliquez-moi comment ça se fait que ce mouvement, qui est soi-disant parti de partout en même temps en France, de tout le monde, a pu donner l'ampleur qu'il a eue. A pu bloquer la France pendant tout un week-end. Vous avez une explication? Pour moi, ça a été organisé, mais ça a été organisé à un degré au-dessus de nous. C'est-à-dire que pour moi, les Gilets jaunes... ça a été une volonté, ça a été un test. Vous êtes en train de nous expliquer, Sandrine, que selon vous, le mouvement des Gilets jaunes a été organisé, manipulé, aux fins de servir ceux qui dirigent. Non, je pense pas que c'était aux fins de les servir. Moi, je pense que c'était quelque part un test de voir le niveau de réactivité de la société, de la population. Et derrière, ça leur a permis de mettre en place leur nouvelle doctrine du maintien de l'ordre. On n'a servi qu'à ça. On n'a servi qu'à ça. Et ils l'ont dit, et ils l'ont reconnu. Ils ont reconnu quoi qu'ils se sont servis de mouvement des Gilets jaunes pour mettre en place la nouvelle doctrine et que c'était un camp de base. Grâce aux Gilets jaunes, ils ont eu carte blanche pour armer les CRS. Je veux dire, entre ceux qu'on avait au début des manifs, qui n'avaient pas de masque ni rien, morts de rire, qui récupéraient les masques des manifestants à qui ils les avaient pris, au Robocop qu'on a aujourd'hui, les milliards que c'est. Vous croyez qu'ils ont pu les mettre pourquoi? C'est les blindés, vous les avez vus? C'est des Robocop, mais pour de vrai, je veux dire, à un moment donné, qu'est-ce qu'ils ont d'humain? Même leur regard quand vous êtes en face d'eux, il n'y a plus rien d'humain. Entre la peur et la colère, il n'y a plus rien d'humain en face. Donc, le mouvement des Gilets jaunes a permis ça, et a permis de banaliser la violence à grande échelle sur des manifestations. Vous êtes nombreux à le penser, ça? Je sais pas. J'ai plus de contact. Après mes 2 mises en examen et mes 2 contrôles judiciaires,
J'avais interdiction de rentrer en contact avec les personnes et tout. Puis il arrive un moment, vous vous dites, c'est bon quoi maintenant, là, faut arrêter. Faut sortir de cette spirale autodestructrice, cette spirale de colère, de violence qui s'auto-alimente chaque jour et qui explose un peu plus chaque semaine. Et en fait, vous coupez tout. Parce que après voilà aussi, il y a les écoutes téléphoniques, il y a les réseaux qui sont surveillés. Vous êtes écouté? Je l'ai été, oui. Vous l'avez été. Les réseaux, faut arrêter de se leurrer. Ils ont craqué tous les réseaux, donc Telegram, Signal, tout. Ils ont accès à tout. Donc quand vous êtes déjà dans le caca jusqu'au-dessus de la tête, vous dites maintenant faut arrêter quoi. Maintenant, en fait, faut arriver à redescendre, à revenir un petit peu à l'introspection pour comprendre, pour analyser, comprendre et finir par accepter. Parce que à un moment donné, j'étais et je le disais à haute voix à mon mari, je n'aimais pas la personne que j'étais devenue. J'étais à la complète opposée de celle que je suis. Voilà. Même ma mère me disait, mais toi qui étais si gentille, si douce, tu es toujours en colère maintenant et tout. Et en fait, même mon mari me disait, mais je te reconnais pas dans mes réactions, et c'était horrible. Et ça, après, faut le prendre, faut le faire sien, faut l'analyser, pour pouvoir continuer à avancer derrière en ayant ce bagage-là et surtout comprendre pour pouvoir assimiler, poser et passer à autre chose. Et ça, c'est très dur. Ça m'a demandé énormément de temps. Énormément. Passer à autre chose, ça veut dire pour vous sortir de ce combat dans lequel vous étiez... Non, mais le faire autrement. Le faire autrement, le faire plus intelligemment, le faire sans me mettre en danger, le faire sans mettre ma famille en danger. Le faire avec une énergie positive et non pas une énergie négative. Merci Sandrine de nous avoir confié vos sentiments, vos ressentis. Merci en tout cas d'avoir répondu aux questions du magazine. De rien. Merci à vous.